d'enquête, de recherche et bibliographique. Ça, c'est bien. Alors, j'ai une première question, c'est est-ce qu'il y aurait un effet saisonnier dans l'organisation logistique du télétravail en termes de mobilité, nouvelle mobilité? Est-ce que, bon, alors vous parlez de la Suisse, est-ce que le fait qu'il y ait de la neige, on va changer ses pratiques? Est-ce que ça va avoir un impact? Ici, on peut se dire, bon, on a très froid l'hiver, est-ce qu'on fait les choses différemment? Hypothèse, ça c'est ma question. Un peu. En prolongeant, donc là, c'est lié aux conditions climatiques différentes. Mais je me demandais aussi si culturellement, tous ces résultats, est-ce que il y a pas mal de sources en Finlande, au Canada, enfin, c'est super intéressant, mais culturellement, il y a aussi sans doute des déterminants un peu sociétaux différents. Dans quelle mesure c'est transposable ou pas? Est-ce que c'est des choses qu'on peut, alors, mesurer sûrement pas, mais intuiter ou voir déjà des différences entre les différentes nations? Ouais. Okay. Alors, c'est pas climatique, c'est culturel, mais c'est un peu l'idée de variabilité. Alors, après, deux propositions peut-être d'outils, de clés. Vous avez dit la SNCF n'a pas de vision claire sur l'impact. En tout cas, ceux avec qui j'ai parlé. Hein. Alors, la SNCF en général. Suisse de CFF. parle de SNCF. Il y a peut-être une clé d'entrée à voir. C'est le nombre d'abonnements et la diversification des offres d'abonnements. Il y a maintenant des abonnements post-Covid qui sont des abonnements télétravail. N'existaient pas auparavant. Donc, ça peut être une clé d'entrée de leur demander simplement les chiffres. Vous êtes passé de combien à combien? Vous avez perdu combien d'abonnements classiques? Vous avez gagné de combien d'abonnements télétravail? Surtout qu'il y a 2 ou 3 types de nouveaux abonnements. Je pense à cette clé pour avoir des indications. Et aussi, il y a un autre impact de SNCF, c'est qu'il y a beaucoup de suppression de trains aux heures de pointe pour aller travailler. Donc, ils s'imaginent bien qu'en faisant ça, il y a des reports. Soit on ne peut plus télétravailler parce qu'on ne peut plus arriver. Enfin, le fait qu'il y ait des actions de type suppression de train au moment d'aller travailler, ça a un impact. À quel impact? Ça réduit le télétravail? Ça réorganise le télétravail? Il se passe quoi? Je parle d'expérience. Et troisième petit point, c'est vrai que la visioconférence, elle impacte les réunions et les formations. Le ministère est bien informé de ça. Et dernier point, sur l'heure de pointe qui est réorganisée, comme simultanément il y a la mise en place de pratiques de restriction de circulation, soit dans le cadre du ZFE, soit dans d'autres cadres, on se retrouve avec des bouchons exceptionnels qu'on n'avait pas avant, alors qu'il y a moins de monde en principe qui travaille. Enfin, il y a une... Voilà, merci. Ok. Bon, c'est des questions difficiles. Hein. Je ne suis pas sûr d'avoir des réponses à vous donner. Pour poser les ça va être... Pas de souci. Merci. Du coup, sur les effets saisonniers, à chaud comme ça, il faudrait y penser un peu plus sérieusement, mais à chaud comme ça, il y a peut-être déjà le premier point, quand on parlait de la flexibilité du temps de travail, quelque chose d'important, c'est-à-dire que, d'ailleurs, on peut le mettre en lien avec les annulations de train, des conditions climatiques qui empêchent ou qui compliquent le déplacement pendulaire. Bon, moi, je vais au travail en bateau, par exemple, quand il y a des tempêtes, il n'y a pas de bateau, c'est compliqué d'aller sur le lieu de travail. Donc, tous ces éléments-là, donc avec sur l'enjeu climatique un enjeu saisonnier évident, ça peut donner à voir finalement une organisation à l'échelle de la semaine qui peut être différente l'été et l'hiver. On peut ajouter à ça aussi que finalement, cette organisation, on le voit, elle se fait moins, en tout cas pour les gens qui sont dans des parcours de télétravail hebdomadaires, elle se fait plus vraiment au niveau de la journée, elle se fait au niveau de la semaine. Et si vous avez une pratique du vélo pour les déplacements pendulaires, au moins sur une partie
partie de votre déplacement pendulaire, voire la totalité, vous allez évidemment être sensible aux effets saisonniers. Alors même s'il y a des gens qui utilisent le vélo toute l'année, y compris l'hiver, il y en a aussi une partie importante qui ne l'utilise pas l'hiver, et donc ça, on sait très bien que ça va jouer. Donc on peut très bien se dire que l'organisation d'hiver ne sera pas la même au niveau hebdomadaire que l'organisation de l'été, parce que les modes non plus ne seront pas les mêmes. Donc, ceux qui se reportent sur les transports publics, par exemple, l'hiver, voilà, vont peut-être essayer d'y aller que 2 fois, s'ils sont flexibles par rapport au choix du nombre de jours de travail, vont peut-être aller moins souvent encore que les fois où ils peuvent utiliser le vélo, etc. Mais tout ça, c'est des questions qui sont évidemment à inscrire à la fois dans les territoires et tout ce qui est effet climatique. Donc, voilà, moi, je suis en Savoie, frontalier avec la Suisse, donc voilà, on est plutôt dans une zone montagne à l'est. C'est pas le même climat qu'ici, hein. Quand je suis sorti du train tout à l'heure, c'est comme moi, c'est incroyable. C'est à mettre en lien avec l'offre, évidemment, l'offre de transport sur le territoire que vous considérez. Donc, plutôt, si on veut avoir une vision un peu basique, dense, moins dense, évidemment, mais au-delà de ça, même, voilà, quelle est l'offre de transport public et ferroviaire sur le grand territoire que vous traitez, quoi, sur lequel vous travaillez. C'est un peu comme ça que j'essaierai de répondre à cette question, mais il faudrait y penser mieux. Sur les déterminants sociétaux, ce qui est intéressant, alors ce qui est pas facile à répondre parce que c'est pas du tout mon domaine, mais c'est que j'ai l'impression que les cultures du travail sont presque plus fortes sur le fait de télétravailler que finalement les organisations, ou l'offre de transport et son rôle sur le recours ou non au télétravail. Ce qu'on remarque quand même assez nettement, c'est que la manière dont les collectifs sont organisés, dont la relation employé fonctionne, etc., va faire que le recours au télétravail ne va pas se faire de la même manière. On le voit beaucoup dans les pays du Nord par rapport aux pays du Sud, donc en excluant les questions climatiques qui peuvent aussi avoir peut-être un rôle. En tout cas, les collectifs de travail ne sont pas les mêmes. Pour avoir eu la chance de travailler au Québec, en Suisse et en France, et dans plusieurs types de structures, c'est pas la même chose. Les collectifs de travail sont pas les mêmes, et donc la possibilité même de télétravailler s'inscrit pas de la même manière. Donc dans le quotidien, on va dire, du recours au travail. Par contre, il faudrait associer à ça, j'y pense maintenant en parlant, les questions aussi d'ordre privé et la manière dont les cellules familiales sont organisées, les tâches sont réparties, etc. Là aussi, quelque chose qui va avoir un impact évidemment sur le recours au télétravail. Pour vous donner l'exemple suisse, il y a beaucoup plus de temps partiel. Dans l'organisation du travail en Suisse, la part des gens en temps partiel est beaucoup plus élevée qu'en France, par exemple. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est lié avec une organisation au niveau domestique qui n'est pas exactement la même. Donc ça, c'est des points qui sont sans doute à intégrer aussi par rapport à ces différences sociétales de recours au télétravail. Sur la SNCF, c'est une bonne idée, évidemment. Alors, je ne sais pas si avec qui voudront les partager et quand. Je peux répondre. Ah oui, ouais, c'est ça. Oui, Donc, Vincent Mouraine pourra vous répondre Oui, pour je les suis TER. Je suis en train d'animer, donc nous, on a forcément pour les TER, on a plein de données des SNCF. Par contre, c'est des données commerciales et pas forcément divulgables. Par contre, dans les grandes lignes, en fait, ce qu'on note, donc depuis l'instauration de l'abonnement télétravail, ça commence. Enfin, là, j'ai les données, par exemple, sur le mois d'octobre. Entre octobre 2020, 2021, 2022, on note une forte augmentation des abonnements télétravail. Ça a doublé entre octobre 2021 et octobre 2022, par exemple. Au niveau des abonnements mensuels, on arrive là en ce moment, en octobre 2022, au même niveau qu'octobre 2019. Ok. Voilà. Donc, en fait, nous, ce qu'on constate, c'est qu'on retrouve des niveaux de fréquentation dans les trains actuellement qui sont équivalents à ceux de 2019. Et donc, malgré le télétravail, en fait. Donc, ce qui voudrait dire, là, quand on cumule le nombre d'équivalents abonnés, en quelque sorte, dans les trains, on a plus de gens différents, mais en volume de voyageurs, ça fait un volume équivalent. Si on considère que maintenant, les gens font un aller-retour, voire 2 allers-retours en moins par semaine, ils se déplacent moins, mais on a plus de monde différent.
Et après, sur les différentes formules que nous, on propose, au niveau de l'abonnement télétravail, alors les tarifs vont évoluer là, au début de l'année prochaine. Il y a une nouvelle gamme tarifaire pour les TER de la région sud qui va être mis en place. Et donc, on va supprimer un tarif que les gens aimaient bien, c'était la carte ZOO 50-75, qui permettait d'avoir 75% de réduction pour 10 trajets sur une OD déterminée. Donc, ce qui permettait aux gens qui faisaient 5 allers-retours dans la semaine ou toutes les 2 semaines, voire dans le monde, utiliser ça. Un tarif assez avantageux parce que 75%, ça correspond à la réduction qu'on offre sur un abonnement mensuel si on se base sur 20 allers-retours par mois. Et donc là, l'abonnement qui va être proposé à partir de début 2023, c'est un abonnement flexible mensuel où on a 55% de réduction pour 10 voyages, 60% de réduction pour 20 voyages et 70% pour 30 voyages. Okay. Et donc, voilà, et ça va se... Plus on voyage, c'est la flexibilité, donc l'abonnement s'incrémente en quelque sorte. Raison sur la première partie de ce que tu disais, est-ce qu'on peut arriver à la conclusion suivante? Donc, si on a retrouvé le nombre d'abonnés de 2019 plus les abonnés spécifiques pour le télétravail, est-ce qu'on peut arriver à la conclusion d'avoir un report modal, donc supplémentaire sur le ferroviaire, sauf qu'on ne connaît pas son origine, après la porcerie sur de la voiture. Ou c'est des gens qui, nous on a par exemple dans le service l'exemple d'une collègue qui avant habitait dans la ville de Marseille et qui maintenant s'est déplacée à une centaine de kilomètres et qui prend le train. Donc c'est un usager nouveau qui fait un déplacement nouveau qui ne faisait pas avant. Donc ça, on ne sait pas. En fait, pour compléter ce qui a été dit, il est très difficile, hein, il a été dit ça en introduction, que SNCF ne connaissait pas l'effet du télétravail sur les réseaux, sur la fréquentation. Personne ne connaît cet effet. Il est très difficile d'évaluer, faute d'enquête, en fait. C'est pour ça que les données qui ont été présentées en Suisse en avril, sur la base d'enquête d'avril 2022, sont utiles. Et c'est très difficile de savoir vraiment ce qui se passe. On observe des flux, effectivement, des fréquentations aussi importantes qu'en 2019, mais on ne sait pas quantifier. Est-ce que c'est du report modal? Est-ce que c'est un effet aussi de rattrapage après 2 années de crise où la fréquentation a été très très faible? Et effectivement, les effets rebonds qui ont été mentionnés dans la présentation, avec des déplacements qui sont induits effectivement par le télétravail. Donc, est-ce que c'est le télétravail qui crée plus de déplacements ou est-ce que c'est parce qu'il y a une offre qui permet de télétravailler? Enfin, c'est assez difficile à évaluer et on est là. C'est pour ça que Vincent et moi-même et d'autres de la région, tels que Grégory Vandeville, sont là. C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes en peine de pouvoir adapter aussi finement qu'on le souhaiterait l'offre de transport à ces effets qui sont multiples et qui sont aussi divers. Et encore, il faudra avoir une analyse secteur par secteur. Sur le secteur azuréen du côté de Nice, on n'est peut-être pas sur les mêmes dynamiques que sur le secteur Ouest-Provence, Côte Bleue ou encore sur la métropole marseillaise, donc Aix-Marseille. Donc voilà, donc on est vraiment en peine d'avoir une analyse fine et à jour de cet effet télétravail sur la fréquentation de nos réseaux et la façon dont on peut adapter au-delà des outils tarifaires, au-delà des outils tarifaires qui ont été présentés et qui permettent de supporter, en tout cas de présenter des produits. Mais en termes d'offres, on ne peut pas investir dans des réseaux aussi rapidement que l'offre, que la demande évolue. Et encore faut-il pouvoir quantifier et qualifier cette demande. Donc c'est assez difficile, mais on est là pour en apprendre et pour essayer de comprendre comment s'améliorer.
Après, nous, on va essayer d'analyser. On a les rames qui comptent automatiquement, notamment sur la Côte d'Azur. On est en cours d'analyse là pour savoir comment ça a évolué depuis 2019. Donc voilà, on regarde peut-être je pense qu'on pourra observer, c'est un lissage des pointes, peut-être un petit peu. Après, je regardais tout à l'heure un petit peu en moyenne entre 2019 et 2022 sur des comptages manuels qu'on a pu faire. À peu près la même distance parcourue en moyenne par chacun des voyageurs, c'est-à-dire autour de 30 km sur la région, en TER. Et donc ça, peut-être si on arrive, mais vu que les écarts, c'est de l'ordre du pourcentage, de ce que j'ai noté dans la présentation, je ne sais pas si on arrivera à avoir quelque chose d'assez fin pour pouvoir voir ce qui se passe exactement. Ce qui peut être intéressant par rapport à ce que vous disiez là sur les usagers de l'abonnement télétravail, c'est d'avoir un recueil de données spécifiques les concernant pour savoir justement est-ce que c'est des néo-télétravailleurs depuis la crise sanitaire ou ce qu'il est avant, est-ce qu'il y a eu des relocalisations résidentielles récentes, et quels sont leurs besoins spécifiques, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui leur a permis d'arriver sur le train. Enfin voilà, ça pourrait être intéressant d'organiser un focus juste sur ces personnes-là avec une enquête ad hoc, parce que c'est vrai que c'est des gens qu'il est intéressant de mieux comprendre. Et effectivement, si on additionne les abonnés normaux, entre guillemets, plus abonnés télétravail, on a un nombre d'abonnés plus important pour des trafics équivalents. Donc effectivement, c'est quelque chose d'intéressant à aller regarder. Mais c'est une idée en l'air, hein, mais en tout cas, ça donne envie d'y voir plus clair. Après, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir aussi quelque chose, mais pour le coup, on sort de ce cadre auprès des usagers du ferroviaire, c'est d'avoir une idée de qu'est-ce qui manque aux télétravailleurs qui habitent loin de leur lieu de travail, qu'est-ce qui leur manque pour qu'ils puissent se reporter vers le train. Donc, s'il manque l'offre, c'est vite vu, s'il y a pas, voilà, mais parfois, il y a une offre et ils ne l'utilisent pas. Et donc, ça, c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a un enjeu d'amplitude? Est-ce qu'il y a un enjeu de fréquentation? Est-ce qu'il y a un enjeu d'incertitude, de grève, de problèmes techniques récurrents? Est-ce que voilà, quels sont les enjeux qui peuvent permettre de mieux comprendre? Est-ce que c'est du dernier kilomètre? Je classique aussi. Il y a l'intermodalité, effectivement. Ouais. Qui est aussi, oui. Donc c'est des choses qui seraient intéressantes. La caméra, une question, il y a des gens qui veulent terminer. Je sais pas si- Je vais poser la question au cas où, pas de souci. Donc, la première série de questions est passée. Donc, si jamais il y a d'autres personnes en distanciel qui souhaitent intervenir, Oui, moi, je poser une voulais, question. oui, j'avais une question aussi, hein, toujours sur ces données d'enquête. Est-ce que donc j'ai bien suivi, hein, les sources de vos analyses, donc les enquêtes qui ont été faites en Suisse essentiellement en avril 2022, et puis certaines dans l'agglomération lyonnaise, mais plutôt en 2020-2021. Est-ce que vous avez des données un peu plus récentes, des enquêtes ménages qui sont faites en région, enfin dans la région PACA, des données, voilà, des données récentes. Et notamment dans les sources de données, j'avais vu des données issues des opérateurs de téléphonie mobile, notamment sur l'utilisation, vous savez, du téléphone mobile les jours de travail, qui permet aussi de retracer des déplacements. Est-ce que ce type voilà, est-ce que vous avez des données un peu plus, on va dire, qui collent plus à la réalité du télétravail dans la région, d'une part, et est-ce que d'autres sources de données que les enquêtes classiques ont pu être investiguées ou pourraient être investiguées dans le futur? Alors, merci pour cette question. Alors, c'est clair que il y a des EMC2 récentes. On en avait discuté ensemble avec Yoann, quelles étaient justement les démarches qui avaient été mises en place récemment. Il y a une démarche aussi en cours, il me semble, c'est dans le Var, non? C'est les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes, bon, bref. Moi, j'ai pas vu ces données-là. On peut accéder via Ketley, je pense, dans le cadre de notre travail avec l'Université de Lausanne, pas en tant que bureau, mais en tant qu'universitaire. En tout cas, on pourrait accéder facilement à ces données. On est en train de discuter via Grenoble, avec qui on travaille pas mal, avec le CEREMA Detect TV, pour essayer de voir dans quelle mesure il faudrait, à un moment donné, avoir une démarche un peu nationale pour se dire est-ce qu'il y a un enjeu à faire un traitement des données récentes qu'on a à disposition via les EMC2. En tout cas, ce qui me semble
discutable, c'est que si jamais, puis ça a l'air d'être le cas, vous avez une démarche d'analyse et de compréhension des pratiques de télétravail, il faut qu'il y ait une partie qui soit dédiée à l'analyse spécifique du télétravail via les données qui existent, au moins via les EMC2, voire il y a peut-être une ou deux autres sources. Au niveau des agences d'urbain, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait eu des travaux qui avaient été menés. Le premier travail, c'est déjà faire le tour des données qui existent et ce qu'elles disent pas, pour être capable de voir dans quelle mesure il y a un besoin de production de données ad hoc et quel est ce besoin, mais précis, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui nous manque par rapport à ce qu'on a très concrètement. Et donc ça c'est clair que c'est évident. Donc moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu les données de MC2, mais effectivement, je sais que vous en avez des récentes en plus. Je vais juste revenir après sur l'autre question sur les traces numériques et le tracking GPS. Alors, c'est clair que pour moi, il y a un gros enjeu. Et d'ailleurs, on est en train de travailler avec le canton de Genève et puis donc les TPG, Transport public genevois, sur cette question-là, parce qu'on a piloté une enquête au DTP, Origine Destination Transport Public, avec le bureau Mobilhome. Et dans le cadre de cette ODTP, on a mis en place un tracking GPS auprès de 2000 pardon, personnes qui ont été traquées pendant un mois. Donc voilà, avec une appli sur leur smartphone. Et donc un recensement de leurs déplacements. Et puis eux, ils complètent ou ils corrigent parce que des fois, l'application ne marche pas très bien. Et donc là, on a une base de données sur un mois complet pour 2000 personnes. Alors par contre, qui sont des usagers DTP, parce qu'on les a recrutés via l'ODTP. Ce n'est pas une population représentative de l'ensemble des résidents ou des usagers de ce territoire-là, mais en tout cas plutôt des usagers TP. Mais là, on va lancer avec le canton une analyse pour voir dans quelle mesure ça nous dit des choses sur le télétravail, sur justement la variabilité à l'intérieur de la semaine et entre semaines des pratiques de mobilité pendulaire, les déplacements les jours non télétravaillés, etc. Alors par contre, il va falloir faire des hypothèses parce qu'on n'a pas le détail de ce jour-là. Est-ce qu'elle n'est pas allée sur le lieu de travail? Est-ce que l'application reconnaît le domicile et le lieu de travail ou le lieu de formation? Par contre, après, il ne reconnaît pas les autres lieux. Donc, il faut que la personne ait rempli les motifs pour qu'on sache où ils sont allés. Mais un jour où la personne est allée, je ne sais pas, faire des courses, accompagner son enfant, est-ce qu'il est en télétravail ou est-ce qu'il était soit en congé, soit en jour non travaillé parce qu'il est à temps partiel? Ça, on ne le saura pas, il faudra qu'on fasse des hypothèses. Mais en tout cas, il y a des analyses, à mon avis, à mener là-dessus. Ce qui serait, à mon avis, utile dans cette direction-là, c'est de coupler du tracking GPS à de l'entretien d'explicitation derrière. Mais donc, là, on est plutôt dans un volet recherche, parce que ça coûte trop cher pour des collectivités en général, mais vraiment d'avoir voilà, un tracking qui se fait correctement sur 50 ou 100 personnes sur une période longue d'un mois, et puis après, des entretiens d'explicitation avec eux et leurs traces GPS pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé, les logiques qu'il y a derrière les choix qui ont été menés, etc. Mais là, c'est vraiment un truc recherche. Et puis, du coup, c'est un peu la même idée avec les traces numériques. Il y a plein de données, des données froides. Hein. Ce n'est pas évident parce qu'il faut essayer d'articuler ces données avec au moins une description, un minima des profils des personnes qui sont concernées, parce que quand on a des traces numériques mobiles, en fait, c'est du flux. Et donc, c'est difficile d'avoir le recul qui nous permet d'essayer de comprendre la particule qui constitue le flux et les raisons pour lesquelles voilà, les déplacements réalisés et celui qu'on observe. Ce qui est bien avec le tracking, juste pour finir avec ça, c'est qu'en fait, on peut coupler les données du tracking avec ce que la personne avait rempli dans l'enquête. Et donc, on a quelques renseignements sociodémos. Alors, ce n'est pas génial, mais on a quand même quelques trucs qui nous permettent au moins de poser un petit peu la situation. Donc, on a une question. Stéphane Leroux. Oui, j'avais juste une question. Est-ce que, à votre connaissance, il y a des études qui ont pu montrer l'impact du télétravail sur la pratique du covoiturage? Ou c'est tellement, on est vraiment sur des, voilà, on mesure tellement des pouillèmes de choses que là, c'est. Voilà. Non, alors pas à ma connaissance, mais j'imagine. Est-ce que ça favorise l'autosolisme encore plus? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une bonne question. Je pense que dans les démarches et dans les enquêtes qui sont menées dans le cadre de la réalisation des plans de mobilité pour les très grosses structures, c'est des questions qui doivent arriver sur le tapis, je pense. Et donc, c'est peut-être là-dedans qu'il faudrait aller chercher pour les démarches, soit inter-entreprises, soit pour des très gros employeurs qui ont été menés avec des services de covoiturage, soit qui ont été mis en place ou qui ont été soutenus, appuyés, mieux organisés, etc., pour voir dans quelle mesure la question télétravail a été traitée dans leur
dans leur démarche. Mais sinon, moi, j'en ai pas vu en tout cas, sinon, au-delà de cette D'accord. idée. Ça me fait penser à peut-être deux choses. Bon, ça, c'est une piste déjà d'aller voir dans les plans de mobilité quel est le traitement dans les plans de mobilité entreprise ou inter-entreprise ou administration. Quelle est la manière dont la question télétravail est traitée? Ça, c'est, à mon avis, c'est quelque chose qui est intéressant. Et le deuxième point, et donc on essaie de convaincre l'OFT en Suisse, l'Office fédéral des transports, de faire un truc là-dessus. On n'a pas encore réussi, mais sur l'analyse des conventions de télétravail. Pour moi, il y a vraiment des trucs à aller chercher dans ces conventions, d'essayer de regarder comment elles sont construites, quelles sont les règles qui sont posées, pourquoi elles sont posées de telle ou telle manière. Et voilà, pour moi, il y a un enjeu clé aussi parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans la plupart des cas vis-à-vis du télétravail dans une posture d'observation des effets du télétravail sur les territoires et sur les mobilités. Et je crois qu'il y a un moment donné où il va falloir se dire, si on veut intervenir, comment on peut intervenir. Et les conventions de télétravail peuvent être un levier potentiel à saisir. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faudrait y voir plus clair sur les contenus de ces documents. Oui, peut-être juste un point là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas encore de données claires, notamment avec les EMC2, sur le lien entre télétravail et covoiturage. Mais si on réfléchit quand même juste sur les déterminants en fait, du télétravail, qui sont souvent liés à une plus grande flexibilité du travail, on pense a priori que le lien, enfin, qu'il y aura une corrélation négative. C'est-à-dire que tendanciellement, le télétravail va pousser est lié à une plus grande flexibilité, à quelque chose qui est tourné vers l'individu, c'est-à-dire on veut chercher une plus grande flexibilité des horaires. Et donc ça va pas forcément de pair avec un développement du covoiturage tel qu'il se pratique aujourd'hui. Peut-être que demain, avec des lignes de covoit qui seraient qui ressemblerait à du stop organisé, un peu sur le modèle des COV, on pourrait aller vers un couplage des deux, mais a priori, je pense que structurellement, pour le coup, on a plutôt une corrélation négative, je pense, si on en revient aux causes. Peut-être en complément avec ça, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais il y a peut-être en contrepartie le fait que comme les télétravailleurs habitent plutôt loin de leur lieu de travail que par rapport à l'ensemble des actifs, il y a une motivation au covoiturage qui est plus importante pour les usagers de la voiture que ceux qui habitent proches. Donc c'est un effet pour le coup qui jouerait dans l'autre sens par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a peut-être en tout cas un focus à faire, mais voilà, ça ne remet pas du tout en question ce que vous avez dit, hein, c'est juste en parallèle. Oui, comme pour tout, c'est nuancé évidemment. Ouais. Je voudrais dire aussi que cet effet du télétravail sur la fréquentation des réseaux de transport public, notamment ferroviaires, on voit bien hein, dans votre présentation que les choses sont assez nuancées, pour ne pas dire défavorables, puisqu'on se rend compte que d'une part, le télétravail, bon, on est tous d'accord, hein, ça ouvre effectivement plus d'opportunités à la fois professionnelles pour l'individu et puis d'équilibre vie professionnelle, vie familiale. Néanmoins, on se rend bien compte que dans les exemples hein, que vous avez cités, l'effet sur l'heure de pointe, on a vu, hein, 25%, si 25% des gens étaient en télétravail, ça réduirait l'heure de pointe de 1%. Donc l'effet est assez faible. Hein. Ça ne permet pas de réduire la pointe, qui est quand même ce qui est dimensionnant hein, pour l'offre de transport, que ce soit l'offre de transport public ou même les réseaux routiers, on dimensionne toujours à l'heure de pointe. On se rend compte que si un quart des travailleurs étaient en télétravail, on ne réduit que de 1%, parce qu'il y a tous ces effets rebonds, c'est-à-dire l'opportunité d'habiter plus loin et donc d'avoir aussi recours peut-être plus à la voiture individuelle, mais aussi ces déplacements en étoile et d'avoir plus de déplacements. Donc voilà, je ne sais pas si on va dire, en tant que professionnel des transports, on a une réponse voilà, sur l'effet du télétravail. Est-ce que c'est un effet plutôt positif pour réduire l'heure de pointe? C'est vrai que les données et l'analyse que vous avez faite tendraient à montrer que non.
Ouais, je pense qu'après, il faudrait, sur un territoire donné, par rapport à cette question, il faudrait avoir des focus qui seraient des focus différents sur les grands axes routiers, sur le réseau secondaire. Pareil pour les lignes de transport ferroviaire. Je pense que l'effet ne va pas s'exprimer de la même manière selon la hiérarchie dans laquelle on est au niveau de ces réseaux, au sens où vous allez quand même avoir, par exemple, pour reprendre l'exemple du ferroviaire, sur des lignes qui permettent de faire des OD sur un temps de parcours qui est assez compatible avec un trajet pendulaire qu'on fait 2-3 fois par semaine. Ces lignes-là, en fait, elles vont plutôt elles vont plutôt peut-être attirer des gens qui vont rechercher le confort dans leur choix de mode parce que ils font une distance qui est quand même relativement élevée. Ils le font peut-être pas très souvent, mais donc peut-être qu'ils vont perdre un quart d'heure, 20 minutes en le faisant en train plutôt qu'en voiture. Mais en tout cas, ils sont prêts à perdre ce temps-là. On peut aussi se dire que l'effet de réinvestissement en temps, je vous parlais tout à l'heure de Zahavi, finalement, c'est du temps. Et le temps, c'est pas forcément réinvesti en distance. Et on peut très bien se dire que la recherche de confort, là, dans les travaux que Vincent Kaufmann fait sur les logiques de choix modal, la typologie, là, on l'a toute refaite. Et maintenant, il y a les comparateurs de confort dans cette typologie. Donc, c'est les gens qui vont chercher à comparer les niveaux de confort des différentes alternatives et qui vont plutôt s'orienter vers l'alternative la plus confortable, quitte à perdre du temps. Et donc, on peut se dire que la possibilité de télétravailler, ça peut faire gagner du temps les jours télétravaillés, qui va être investi les jours non télétravaillés sur du temps supplémentaire en prenant un mode plus confortable, mais pas en distance supplémentaire. Donc, tout ça pour, ça répond pas à votre question, mais c'est juste pour dire que voilà, l'effet sur ce type de ligne peut être positif. Par contre, on va avoir sur les transports publics urbains, par exemple, des déplacements locaux qui vont se faire plus peut-être à pied, en vélo sur les jours télétravaillés et moins les autres jours. Voilà, je pense que l'effet ne sera pas le même, en tout cas, sur les lignes et les réseaux. C'est pas toujours très clair ce que j'ai essayé de dire. Mais... Je comprends. Non, en non, fait, mais si, c'est clair ce que vous dites, hein. Ma seule question et préoccupation, hein, c'est la personne tout à l'heure qui a exprimé une frustration parce que elle télétravaillait et que son train était en retard ou avait des travaux. Faut comprendre que c'est difficile, enfin, ça va pas être possible de répondre à des demandes qui consistent à être en télétravail et avoir une fréquence de train, des trains toutes les 10 minutes dans toutes les directions en allant vers Marseille. Parce que effectivement, c'est la flexibilité effectivement du télétravailleur de partir, en tout cas d'aller, de faire ces déplacements les jours enfin, de préférence, c'est difficile pour l'autorité organisatrice et l'exploitant ferroviaire de mettre des moyens, donc des trains, des places assises pour que ce télétravailleur puisse être assis de manière, voilà, en tout cas de planifier l'offre pour répondre à toutes ces attentes en toutes circonstances. Voilà, donc les phénomènes de surfréquentation qu'on observe depuis septembre sur nos réseaux, les réseaux de TER, ont surpris effectivement tout le monde, hein, à la fois SNCF et la région, parce que voilà, on a des phénomènes de reprise de fréquentation très forte après 2 années de crise qu'on doit maintenant essayer de traduire en moyens supplémentaires, en trains supplémentaires, en fréquences supplémentaires, mais en ayant une connaissance finalement en étant complètement aveugle sur cette fréquentation. Donc voilà, c'est un peu le sentiment que je voulais partager aujourd'hui. Pour le coup, moi, j'avais quelques questions. Parce que c'est vrai qu'on parlait globalement du principe de réduction du trafic et on disait justement que cette réduction de la congestion, peut-être que 1%, on a l'impression que c'est pas beaucoup, mais peut-être en vitesse pratiquée, c'était peut-être différent. Et ce serait pour savoir, voilà, est-ce que en fait 1%, ça se trouve, on peut aller à 10 km/h de plus que...
Donc, oui, donc la question, c'est quoi? C'est en gros. Et quel impact vraiment sur la fluidité du trafic? Oui, alors du coup, alors là, on rentre sur des questions qui sont des questions d'ingénierie du trafic, où l'enjeu, c'est de voir par rapport au réseau et puis aux axes routiers ou ferroviaires qu'on considère, enfin là, en l'occurrence, on était sur des routiers, dans quelle mesure, par rapport au dimensionnement de l'axe qu'on considère, le gain de 1 ou 2% de trafic va générer un gain de temps plus ou moins important. Tout à fait. Ça, c'est des choses qu'on... Ça, Johan, on a des études là-dessus, hein. Le Ouais, c'est ça, CEREMA, il y a le tout ce CEREMA qui- nous a fait des études sur nos principaux axes, notamment autour de la métropole d'Aix-Marseille. Donc, par exemple, si tu veux supprimer carrément la congestion, ne serait-ce que réduire de 10% le trafic suffit, quoi. Donc, D'accord. et là, donc, 10% et c'est bon. Voilà. oui, voilà. Ok. Donc, c'est l'ordre de grandeur. Ouais. Expliquer sur la partie de 10%, c'est ça? Donc, tout pourcent gagné fait effectivement. Ah ouais, Parfait. c'est clair. Et la deuxième question, c'était, on parlait de données GPS. Et en fait, je me posais la question sur les données mobiles par rapport à des questions de présentiel, surtout avec notre territoire qui est un petit peu assez attractif au niveau tourisme, etc. Surtout en été, on sait bien qu'il y a eu des fréquentations assez importantes. Euh, Est-ce que justement, l'utilisation de ces données pourrait nous éclairer? Parce que le profil de télétravailleur, on parlait justement du fait qu'il puisse être aussi en vacances. Donc, est-ce que ces données pourraient nous éclairer sur l'utilisation des transports sur le territoire? Alors, en général, oui, c'est des données qui sont utiles, mais là encore, ce qui est pas évident, c'est d'être capable d'interpréter ce qu'on lit. Et donc, quand on est sur que ce soit du tracking ou des traces numériques, quand on voit un flux important, quand on voit, si on regarde les traces numériques, qu'on voit des flux, par exemple, il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ce flux. Et pour être capable d'interpréter et d'associer ce flux à du loisir ou à du travail ou aux deux, ça, on peut pas avec cette donnée unique, uniquement cette donnée. Donc, on va être obligé à un moment donné d'avoir un élément qui vient compléter la donnée. Ce qui est par contre intéressant, c'est d'avoir une vision produite par un recueil de traces numériques, par exemple, sur du temps long, sur plusieurs années, parce que là, en fait, on peut voir les différences, on peut voir les augmentations supérieures sur certains micro-territoires ou inférieures à la moyenne globale sur d'autres territoires, et être capable, du coup, d'avoir une vision plus fine et intéressante. Mais ça nécessiterait, sur la question télétravail, par exemple, d'avoir un recueil de ce type de données qui date d'avant la crise, par exemple, ou qui date d'il y a 10 ans, pour avoir cette vision, un peu comme on voyait tout à l'heure avec l'enquête suisse sur la population active, là, ou les enquêtes emploi, ou si on a quelque chose d'annuel, en fait, on est capable d'avoir déjà un peu plus de vision sur la manière dont ça a évolué et les raisons pour lesquelles ça a évolué. Mais voilà, pour moi, ces traces numériques et le tracking GPS pur, c'est de la donnée froide, donc très, très riche, parce que c'est le nombre qui fait la richesse, mais c'est de la donnée froide et il va falloir réussir à nourrir d'informations complémentaires pour être capable d'interpréter et de comprendre un petit peu mieux ce qu'il y a derrière. C'est sans doute d'autant plus pertinent que dans la région, j'imagine que contrairement aux métriques qu'on a vues sur le télétravail en Suisse, la proportion d'emplois tertiaires télétravaillables étant moins forte, le signal sera plus faible. Donc, ça va être, faute de données robustes, de données froides robustes qu'on puisse interpréter, tout le reste va être peut-être un peu délicat. C'est vrai que quelque part, on avait prévu dans notre recherche FNS de faire une enquête sur tous les actifs. Et puis, au moment où on a lancé le projet, il y en avait vachement moins des télétravailleurs. Et donc, on savait qu'on était parti sur 5000 actifs parce qu'on voulait quand même avoir au moins 1000 qui étaient des télétravailleurs. Finalement, grâce à la crise sanitaire, ce chiffre est beaucoup plus élevé. On se retrouve avec des effectifs qui sont importants. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir cette vision-là parce qu'on peut questionner aussi bien les actifs que les télétravailleurs que les non-télétravailleurs, et puis d'avoir une vision un peu prospective sur les deux types de catégories, et puis on peut affiner évidemment derrière aussi chacune de ces catégories. Et donc quand on est sur un territoire où les emplois sont moins télétravaillables,
Et donc la part de télétravailleurs est plus faible. Alors soit on va chercher des effectifs très forts en gardant cette vision représentative des actifs, soit on va focuser sur la population des télétravailleurs. En perdant une part. On va C'est pas biaiser, forcément grave, mais disons que ça, ouais, ça ça oriente, oriente. quoi. Ça oriente un petit peu la manière dont on va questionner et puis aux enjeux qui sont ceux qui motivent le feuille de données, quoi. Et c'est vrai que c'est... Donc, ben, je reviens une dernière fois auprès de tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques par rapport aux différents échanges qui ont eu lieu? Oui, bonjour. J'avais une observation tout à l'heure. C'était sur l'impact du télétravail sur la santé. En disant que, en gros, les télétravailleurs se sédentarisaient, ne faisaient plus rien et restaient chez eux toute la journée. Personnellement, en tant que télétravailleuse, c'est complètement le contraire. Donc je ne pense pas être une exception. Au contraire, parce que éviter 2 heures de transport par jour, ça permet justement de faire autre chose que 8 heures de boulot et 2 heures de transport et de faire du sport ou des activités. Donc je trouve bizarre Dans les deux cette sens. Alors, observation. je pense que quand je suggérais qu'il y avait un enjeu à se poser des questions sur l'impact du télétravail sur la santé, je ne suis pas en train de dire que l'impact est négatif pour tous les télétravailleurs. D'une part, bon, faudrait le regarder, mais je suis assez convaincu comme vous qu'il y a une partie des télétravailleurs qui va d'ailleurs profiter des gains de temps pour faire des activités qui peuvent être des activités sportives, etc. Donc ça peut très bien se passer, mais ça ne correspond pas non plus à la totalité des télétravailleurs. Et donc ce qu'il faut regarder, c'est la diversité des manières de télétravailler. Au niveau, on parle beaucoup de tout ce qui est ergonomie de travail dans les lieux de travail classiques, donc avec des réflexions qui ont été quand même un peu avancées, du matériel théoriquement qui est un peu travaillé. Je n'ai pas vu de bureau haut là en passant, mais c'est des choses qu'on voit. Quelles sont les conditions de travail au domicile? On a de tout, hein. On a vraiment de tout. Il y a des gens qui bossent dans des canapés. Alors, bon, moins maintenant parce qu'on est rentré dans un truc où c'est en train de se mettre en place de manière un peu plus sérieuse, on va dire, que pendant la crise sanitaire où il fallait s'adapter. Mais ça reste quand même beaucoup plus variable en termes de qualité d'installation. Et puis après, il y a la question de savoir que font les gens qui télétravaillent le jour où télétravaillent. Tout à l'heure, je vous disais que en général, les gens qui télétravaillent le jour où télétravail se déplacent. C'est un des effets rebonds du télétravail, mais tout le monde ne le fait pas. Donc, qui sont les gens qui ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Est-ce qu'ils ne le font jamais vraiment ou est-ce qu'ils le font de temps en temps quand même? Nous, dans notre enquête, donc le dernier jour télétravaillé, on est à plus de 40% des télétravailleurs qui ne bougent pas le jour du télétravail. Donc, ces 40%-là, il faut regarder qui ils sont, pourquoi, quels sont les impacts. Et c'est ça qui va être intéressant. Après, moi, je ne dis pas qu'il y a un impact négatif, je dis juste qu'il faudrait se poser la question sérieusement pour aller jusqu'au bout du questionnement. Comment? D'accord, merci. Ouais, puis, la moyenne peut cacher. Voilà, une grande diversité de situations. Je souhaite peut-être prolonger la question de la région tout à l'heure. Et comme j'ai vu que vous avez regardé dans des horizons variés, même avant la crise sanitaire, des territoires un peu diversifiés, donc qui vont plus loin. Je voulais savoir si dans la littérature que vous avez examinée, il y avait comment dire, des schémas de services qui ont été adaptés en fonction des conclusions sur ces territoires du télétravail. Est-ce qu'il y avait une redéfinition de la pointe, effectivement? Est-ce qu'il y avait des aménagements de services spécifiques? Est-ce qu'il y avait dans la littérature donc, des équipements complémentaires comme les pôles d'échange multimodaux, des schémas de rabattement ou quelque chose comme ça qui rend la connaissance opérationnelle par rapport à ce qu'on voit, ce qu'on fait. Donc, ou si vous avez des références qu'on peut aller regarder, ça serait aussi important et intéressant. Alors, à chaud comme ça, je dirais que je n'ai pas rencontré de territoires sur lesquels, ni dans la littérature, ni dans ceux qu'on a côtoyés, pour lesquels on a travaillé ou dont on a entendu parler, qui ont adapté l'offre de transport public par rapport à des données propres, spécifiques au télétravail, par rapport à des enquêtes qui auraient été menées et vraiment spécifiquement au télétravail.
Par contre, ce qu'on observe, c'est bon, des évolutions de produits tarifaires. On en a parlé tout à l'heure avec l'abonnement télétravail. On a des exemples en urbain, en interurbain, de produits tarifaires dédiés au télétravail qui se mettent en place. Et puis, les aménagements des pôles intermodaux, multimodaux, où là, on voit quand même qu'il y a il y a une lecture qui était avant celui du confort dans les véhicules de transport public et dans les interfaces donc de confort du changement de mode, qui aujourd'hui évolue pour se dire qu'il faut donner aux personnes la possibilité de travailler. Dans la littérature, on parle du multitasking, donc cette idée d'occuper correctement le temps de transport et de le valoriser par différentes tâches possibles. La tâche travail a pris de l'importance dans ce multitasking, avec des adaptations en termes de confort de travail, de possibilités de travail. Donc, ça veut dire prise, Wi-Fi, etc., qui, voilà, il y a quelques années, étaient rares, on va dire, et qui aujourd'hui se sont beaucoup développées. Alors, ce n'est pas très directement lié à une étude sur le télétravail qui a dit qu'il faut vraiment y aller, mais en tout cas, dans les enquêtes de satisfaction, etc., on retrouve ce souci du confort de travail, pour le dire comme ça, qui se traduit quand même par des aménagements en termes de services, aussi bien dans les véhicules que dans les pôles. Mais c'est intéressant par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression, mais arrêtez-moi si je Ouais, dis des bêtises, mais aujourd'hui, on a mis plein d'hypothèses, plein de mécanismes qui explicitent des liens de causalité, qui explicitent différents phénomènes. Mais on est en manque de tests pour dire si l'hypothèse est pertinente, si elle est prédominante, si c'est un effet significatif, etc. Bon, il y a plein de sujets qui ont souvent montré ça. Et derrière, pour autant, et on en vient sur la question de l'opérationnel. Alors, pas forcément trop côté transport public, mais pour les plus petites entités, les entreprises, on parlait des plans de mobilité d'entreprise, des choses comme ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions qui sont prises sur des présupposés pas testés, justement, sur des fantasmes, on a beaucoup parlé du monde d'après, mais on a projeté un imaginaire sans le tester, et entre ce qu'on projette et la réalité, il y a souvent un divorce. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais c'est plutôt un sentiment, que dès qu'on parle de mise en œuvre, justement, on manque peut-être un peu de robustesse. C'est ce que viennent chercher les transporteurs du rail, les autorités organisatrices des transports, etc. C'est auprès de gens comme vous, c'est de la matière un peu solide pour prendre des actions un peu robustes. Ouais. Mais dès qu'on est sur des plus petites entités, typiquement des petites entreprises, on va aller plutôt sur tiens, ouais, ça serait bien que on organise, que les gens ils puissent bosser pendant le trajet. Ah ouais, ça serait bien que, mais est-ce que voilà. Non? Si, Ouais. si. Mais après, ce qui, moi, me semble vraiment marquant avec la crise et donc l'accélération du recours au télétravail, c'est que ce sujet, quand même, devient un sujet. Alors qu'on a augmenté de manière forte, voilà, mais ça existait avant, quand même, hein, les télétravailleurs. Moi, je télétravaillais avant la crise sanitaire et j'étais pas le seul, je pense, voilà. Et oui, voilà, enfin, il y a plusieurs secteurs dans lesquels le télétravail était déjà développé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit au niveau nous, on l'a vu au niveau des transports publics plutôt urbains, avec des vraies questions qui sont arrivées côté Fribourg, côté Genève, etc. Sur est-ce qu'on va retrouver nos fréquentations d'avant-crise, où est-ce qu'ils sont partis les gens, est-ce qu'on va. Et où là, ça menait vraiment à cette question-là de savoir à la fois est-ce qu'il fallait pérenniser les projets d'investissement qui avaient été prévus avant la crise ou pas, et est-ce qu'il fallait proposer des nouveaux produits tarifaires. C'était vraiment les deux enjeux opérationnels très directement liés à ces questions-là. Et puis, aujourd'hui, on le voit maintenant un peu plus aussi au niveau des territoires, quand même. Enfin, voilà, la région PACA s'intéresse à ça. Les cantons, il y en a plusieurs qui s'intéressent à ces questions-là. La Suisse, en général, avec l'Office fédéral des routes, s'intéresse à cette question-là, où on est vraiment à une échelle macro, en train de se dire, là, ça commence suffisamment important pour qu'on se projette vraiment sur des projets de réflexion, de recherche d'études qui nous permettent d'y voir plus clair quand même sur le phénomène télétravail.
Et ça, c'est quelque chose qui s'est généralisé. Puis même au niveau de la recherche, au niveau de la production scientifique, c'est très drôle de voir à quel point, en fait, voilà, ça a explosé, quoi. La littérature sur le télétravail jusqu'à 2019, bah, il y a eu quelques auteurs clés et puis il y en a qui travaillent dessus. Mais alors depuis 2020, là, ça bouge très vite, quoi. Enfin, tous les mois, il faut refaire le point sur ce qui est sorti. Donc c'est voilà, c'est un peu pénible, mais c'est bien aussi, c'est le but. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a quand même ce souci ouais, d'objectiver un peu qui est SM. Il y a quand même pas mal d'acteurs aujourd'hui voilà, plein d'agences d'urbain qui ont fait des travaux spécifiques là-dessus, quoi. Voilà, ça bouge, quoi. Ça bouge, c'est positif. D'ailleurs, à la gamme, vous avez des travaux en cours sur le Non, pour l'instant, transport et le télétravail? on n'en a pas en cours. Il y a eu des travaux qui ont été faits côté économie sur le télétravail aussi. Et on avait le MC2. Le problème, c'est qu'elle a été faite en 2019 et 2020. Blocage en 2020, le blocage a repris après Covid. Donc, il y a eu une enquête on a analysé le MC2 sur le lien, le Covid, enfin, enquête avant-après. Donc, ça traite un peu de ça, mais bon, pas totalement. Et le problème, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est sur un jour de semaine sur un jour. Donc, il suffit que les gens ne travaillent pas ce jour-là et ils travaillent le vendredi, par exemple, pas le jeudi. Enfin, et ça change complètement. Il n'y a pas vraiment de données sur le télétravail en tant que tel, quoi. Ça manque, ça va, d'outils, en tout cas, d'outils là-dessus pour analyser le télétravail et l'impact sur les mobilités. Après, ce qu'on a vu, c'est que c'est tout ce qu'on a dit, quoi. Ça diminue les déplacements longue distance, mais ça, au contraire, ça augmente les déplacements de courte distance, la marche, etc. La marche en centre urbain, mais voilà, donc ça pose plein de questions, mais c'est ce qu'on a. C'était super intéressant votre intervention et les échanges là-dessus, quoi. Et il faut un peu de temps aussi pour pouvoir analyser quelque chose qui est encore en train de se développer. Et c'est aussi se poser la question, c'est ce que vous disiez là, on fantasmait un peu sur le monde d'après. Je crois que le télétravail, ça se développe, mais il y a aussi des freins au télétravail personnel. Il y a des gens qui en reviennent, quoi. Oui, oui, bien sûr. Les télétravailler. Vous voyez de l'avancement. Oui, et puis voilà, même en Suisse, je connais des organisations où le chef a dit bon, on arrête, vous revenez tous au bout, on arrête complètement. Donc voilà, c'est des choses aujourd'hui en 2022. Donc c'est des organisations, c'est des personnes et des fonctionnements qui parfois vont c'est clair que c'est vrai que ça bouge et il y a une inertie comme souvent dans nos questions de transport. Ce qui est intéressant, c'est le lien entre télétravail et loisirs, parce que souvent on se fixe sur les déplacements de domicile-travail, mais ça représente quand même une petite part des déplacements totaux de tout le monde, quoi. Donc c'est intéressant d'étudier plus tard l'impact de ce télétravail sur nos déplacements de loisirs, surtout comme vous disiez sur notre région. Les gens viennent pour le soleil aussi. Est-ce que du coup ça amène plus de personnes le fait de pouvoir télétravailler le vendredi, le lundi? Je me posé la question, c'était vraiment terminé. Niveau migration résidentielle, justement, au bout de combien de temps on aura quelque chose d'assez robuste pour dire l'impact Disons que on peut commencer à regarder. C'est-à-dire que la crise, c'est 2020, donc ça fait 2 ans. Après, c'est juste que c'est des projets de moyen long terme, donc voilà, ça bouge doucement. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment d'aller dans la complexité du principe des résidences secondaires, de la multirésidentialité plus largement, avec des fois des lieux qui préexistaient mais qui ne sont pas utilisés de la même manière. Et donc, voilà comment on intègre ça à notre compréhension finalement et quel impact sur les mobilités ça génère. Donc, voilà, j'ai l'impression que on commence tout doucement à avoir les éléments qui permettent d'avoir ce recul-là. Et par contre, il faut essayer, comme on le disait tout à l'heure, de faire le point sur toutes les données possibles et intelligentes sur cette question-là, et puis les regarder toutes, quoi. Les regarder toutes et essayer de voir dans quelle mesure elles se complètent, elles donnent une image qui permet de mieux comprendre la dynamique et donc aller chercher
aller chercher notamment les effectifs scolaires, mais il y a plein de données de ce type-là qui peuvent être intéressantes à y regarder. Et puis après, pour essayer de comprendre, c'est clair que ça passe par des travaux, des travaux où peut-être il y a un peu de quali justement parce que ces questions-là, elles sont complexes à questionner sur 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 toutes les dynamiques résidentielles. En fait, c'est compliqué dans des enquêtes, quoi. Donc même s'il y a des trucs qui existent, hein, mais ça reste assez difficile. Je pense que